bonjour à tous. Écoutez, au nom de la petite équipe que nous formons ici, nous sommes ravis de pouvoir intervenir dans le cadre du Festival international de géographie. Donc je me présente, je suis François Bost, je suis professeur à l'université de Reims, Champagne-Ardenne, spécialiste des questions industrielles depuis longtemps. Et je suis d'autant plus content d'être ici que la dernière fois que j'étais intervenu, c'était sur les questions industrielles, ça devait être en période 2014-2015. J'avais parlé des délocalisations, c'était le thème du moment. Et je ne savais pas que quelques années plus tard, j'allais porter un discours plus positif. Et c'est heureux dans une carrière de pouvoir voir changer les choses. Évidemment, ça sera compliqué, mais on est sur une autre trajectoire, c'est une chose évidente. Je vais d'abord vous présenter mes intervenants. Alors, il y en a un qui s'excuse, c'est Fabien Nadou qui boucle son HDR et voilà, il n'a pas pu se rendre disponible. Je me tourne tout d'abord sur ma gauche, donc Gabriel Coltis, dont j'ai une dette très importante, puisque c'est grâce à lui que j'ai eu l'idée de me lancer sur des questions d'urgence industrielle, puisqu'il a publié en 2012 un livre qui a été pour moi un détonateur, qui s'appelle L'urgence industrielle. Il a fait partie de ces auteurs, un économiste hétérodoxe, on va dire ça comme ça, qui avait vu très vite les problèmes de désindustrialisation, de détricotage des territoires et l'aberration totale de voir cette désindustrialisation. Il a fait partie des gens clairvoyants. Et donc on s'est rencontrés dans le cadre de jury et l'idée que j'ai eue, c'est ensuite de créer un projet de recherche que j'ai déposé à l'Agence nationale de la recherche, qui a été accepté en 2020, qui a commencé en 2021. Donc c'est le plus gros projet de recherche actuel en sciences humaines et sociales, porté d'abord par des géographes, sur le thème de la réindustrialisation des territoires. Ce qui montre que cette thématique devient de la réindustrialisation, est un objet de recherche. Après qu'on ait eu tous ces travaux sur la désindustrialisation, qui était aussi un objet de recherche. Donc Gabriel, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis en effet économiste, je suis professeur d'économie à l'université de Toulouse. Et comme François a eu la gentillesse de le rappeler, c'est vrai que la désindustrialisation est un thème qui m'a toujours beaucoup préoccupé, qui m'a préoccupé quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune étudiant, et quand j'ai eu l'idée de comparer la France et l'Allemagne. Et je me suis dit, finalement, en comparant les deux trajectoires de ces pays, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que, finalement, on a fini par considérer en France que la désindustrialisation était un processus normal, pour ne pas dire souhaitable. Et d'ailleurs, les économistes portent une responsabilité écrasante de ce point de vue-là, puisque un certain nombre d'économistes ont diffusé l'idée selon laquelle un pays qui se développe passe du secteur primaire, vous avez certainement vu ça, du secteur primaire au secteur secondaire, du secteur secondaire au secteur tertiaire. Donc finalement, la désindustrialisation est un processus normal d'un pays qui est en train de se développer. Bon, donc cette thèse, qui n'est pas une thèse spécifiquement française, a eu quand même énormément d'écho en France. Et à l'époque, j'ai pu observer, analyser le fait que ces thèses avaient très peu d'écho en Allemagne, voire même que les Allemands restaient convaincus qu'un pays qui, en quelque sorte, laisse filer ses activités productives est un pays qui, immanquablement, ne pourra pas rester sur une trajectoire de développement, ne pourra pas rester un pays développé. Donc, pendant la même période, alors qu'en France, on considérait donc la désindustrialisation comme étant un processus inéluctable et souhaitable, eh bien, les Allemands continuaient de maintenir leur industrie et de la développer. Donc j'ai pressenti ça, si vous voulez, il y a une quarantaine d'années, en réalité. Donc j'ai fait tous mes travaux de recherche pendant un très long temps sur ces questions de trajectoire industrielle française et allemande. Et aujourd'hui, on arrive un peu au bout de ces trajectoires, et heureusement d'une certaine manière, parce que, je vais redonner la parole à François, il y a eu depuis quelques années, je crois, une prise de conscience en France sur laquelle on va revenir,
de l'importance de l'industrie. Et aujourd'hui, en effet, on peut espérer que cette prise de conscience ne soit pas un moment passager, mais qu'en effet, eh bien, les pouvoirs publics et les stratégies privées aillent dans le même sens, c'est-à-dire le sens d'une renaissance industrielle dont on va évidemment vous parler. Merci. Merci Gabriel. Alors je me tourne vers Ophélie Petiot, qui va nous présenter ses travaux. Alors en fait, Ophélie est doctorante. Elle travaille dans le cadre de l'ANR que je porte. Et je dois dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'après des années de désindustrialisation, mais aussi de désindustrialisation des esprits, c'est très vrai dans le monde académique. Il n'y avait plus de travaux sur l'industrie. C'était, je me souviens, un de mes collègues m'avait dit, mais tu éteins les lumières. Comme si j'étais un des derniers des Mohicans à éteindre les lumières. Je suis ravi de les allumer, de les rallumer, d'avoir tenu le coup quelque part, parce que très honnêtement, je voyais que quand je préparais mon HDR, je l'ai soutenu en 2012, je voyais bien qu'il y avait quelque chose. Il y avait des signaux faibles qui me laissaient penser qu'il y avait un besoin de réindustrialisation, mais c'était vraiment à contre-courant. C'est compliqué d'être à contre-courant. Quand j'ai déposé ce projet ANR, d'abord en 2018, 2019, je l'ai posé 3 fois, le regard de l'Agence nationale de la recherche est très révélateur. Au départ, on m'a dit, c'est pas un sujet original. Et puis, patatras, passe la Covid. La Covid nous a rendu sacrément service. C'était un effet d'accélérateur extraordinaire. Extraordinaire. Vous l'avez vu dans votre télévision, vous voyez, on avait vu qu'on manquait de tout, de masques, de principes actifs, de médicaments. Un scandale, un véritable scandale. Où sont les machines, où sont les industriels qui, il n'y a encore pas si longtemps, fabriquaient ces produits? Prise de conscience cinglante et cruelle. Voilà. Un peu après, on a eu cette crise russo-ukrainienne qui a montré notre niveau de dépendance énergétique. On a rajouté une couche quelque part et qui a mis en avant une crise qui, cette fois-ci, est énergétique. Donc on voit que cette succession de crises, c'est des changements de paradigme évidemment très forts qui ont placé l'industrie au rang des urgences, au moins à travers sa renaissance. Alors ce qui est très agréable, c'est de voir de jeunes chercheurs, parce que le renouveau, il viendra des jeunes chercheurs, qui s'emparent de ces sujets, et je dois dire, ce sont presque exclusivement des jeunes femmes. Voilà. Donc où sont les géographes, les jeunes hommes qui voudraient travailler sur ces questions? Donc c'est très courageux parce que c'était un domaine qui était plutôt masculin, on va dire très franchement masculin même, et donc ça apporte aussi d'autres regards sur ces thématiques. Alors Ophélie, je te laisse te présenter tes travaux. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien au fond peut-être? C'est bon? Super. On va essayer de faire porter la voix. Je suis ravie d'être présente avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Ophélie Petiot. Il y a un petit écho peut-être. Je suis agrégée de géographie et l'heureuse doctorante du programme de recherche, l'ANR IRETRA. Donc je travaille sous la direction de François Bost et en partenariat avec les autres chercheurs de cette ANR. Je dois dire que les questions industrielles, c'était peut-être, lorsque j'ai souhaité commencer mes travaux de recherche, une évidence, parce que je suis originaire de cette région. Je suis originaire de la région Grand Est. Et il se trouve, je vois des têtes un petit peu dans cette salle avec un sourire, mais il se trouve que cette culture industrielle, elle reste extrêmement présente sur les territoires en Grand Est, notamment dans le sud de la région Champagne-Ardenne, mais on peut aussi citer évidemment tout le bassin un petit peu lorrain et même bien évidemment en Alsace. Donc cette culture industrielle est extrêmement présente et il est évident que c'est une question qu'il faut s'approprier dans la recherche aujourd'hui. C'est une question qui est un petit peu boudée par les chercheurs aussi, malheureusement. Donc voilà, c'était l'occasion en tout cas de s'approprier ce genre de questionnement scientifique. Pour ma part, je ne travaille pas sur les domaines industriels en règle générale. Je travaille beaucoup plus sur l'industrie agroalimentaire, parce qu'il se trouve quand même que la majorité des produits que nous consommons sont issus de cette industrie. Et l'industrie agroalimentaire est finalement très peu traitée, en règle générale, dans les sciences humaines et sociales. Donc c'était l'occasion d'apporter un regard, lors de cette conférence notamment, mais aussi dans ce programme de recherche, sur un secteur industriel qui est peu étudié, mais en même temps extrêmement concret, parce qu'au cœur de nos assiettes, tout simplement. Voilà, je vous remercie en tout cas d'être aussi présent aujourd'hui. Alors effectivement, c'est un secteur, c'est plus de 600 000 emplois, qui a une très grande résilience, puisque depuis
1949-1950, on a des statistiques de l'INSEE, on voit que les effectifs sont très stables. Voilà, et pourtant c'est un secteur qui est face à des défis dont je vais parler. Donc en fait, oui, effectivement, il y a des défis, une accélération des prises de conscience avec des enjeux qui sont simples, c'est réussir les transitions qui s'offrent à nous, les défis sur le plan évidemment climatique, la transition climatique, la transition énergétique, évidemment, on en parle tous les jours avec ses incidences sur le secteur industriel, bien évidemment. Des défis évidemment écologiques qui sont très forts. Alors, il y a d'abord une première chose à avoir à l'idée. On parle de réindustrialisation aujourd'hui, mais il ne faut pas se tromper de séquençage. Le séquençage, ce n'est pas il y a eu la désindustrialisation et maintenant il y a la réindustrialisation. Ce n'est pas ça. Nous sommes rentrés dans une phase où concomitamment, on va avoir de la désindustrialisation qui va se poursuivre. Et à côté, on va avoir une phase effectivement de réindustrialisation, l'avènement de nouveaux secteurs d'activité, des secteurs anciens qui se réinventent. Et donc, dans un même territoire, on va avoir des entreprises qui vont péricliter, qui vont disparaître, et inversement, des activités qui vont prendre le relais, se redéployer. Donc, on est dans cette phase exactement de transition. Voilà. Donc, il faut faire attention au séquençage. Le maître mot qui nous intéresse aujourd'hui, on va le voir, c'est le terme de la décarbonation. Le monde industriel, depuis les débuts de la révolution industrielle, s'est fondé sur l'économie carbonée, du charbon, du pétrole, du gaz. Dans le monde industriel, la plupart des acteurs sont vraiment convaincus qu'il faut tourner cette page. Si on ne le fait pas, c'est très darwinien, les entreprises disparaîtront. Et on est à un moment donné de bascule, on voit qu'il y a encore des réticences qui sont fortes. Néanmoins, on sait que l'Europe est en pointe en la matière quand même, il faut le rappeler, justement pour faire pencher la balance dans le bon sens. C'est compliqué parce que, évidemment, les lobbies sont tout à fait à l'œuvre. Donc on rentre dans des changements de paradigme qui sont très importants. C'est un défi absolument inédit, d'une ampleur absolument énorme. La décarbonation, c'est quelque chose de complètement énorme. Et il faut se dire qu'il n'y a pas d'autre solution que de la réussir. Alors, je vais d'abord faire un rapide état des lieux de la désindustrialisation, parce qu'il faut quand même savoir d'où l'on part. Premièrement, dans les quelques idées fortes que je veux faire passer, il faut être vraiment convaincu d'une chose, c'est que la France est un des pays les plus désindustrialisés d'Europe. Ça s'est fait dans l'indifférence, pas générale, mais une grande indifférence de la classe politique, tout bord confondu, qui a pris au mot l'expression de société post-industrielle. Voilà. Donc l'industrie, on n'en a plus besoin, c'est les services, on transfère l'activité vers les pays à bas salaire. Et d'ailleurs, la France est un des pays qui a le plus transféré son activité dans les pays à bas salaire. Ce n'est pas la même chose en Allemagne, ce n'est pas la même chose en Italie, où on a su garder un socle industriel extrêmement solide. Donc la réindustrialisation est compliquée parce que nos tissus industriels sont très détricotés, très fragilisés. Il y a des métiers qu'on ne sait plus faire. Et aujourd'hui, dans la panique, on se rend compte que on ne les a plus, ces savoir-faire. Il va falloir les réinventer, les recréer. Donc c'est compliqué. On part de très très loin. Et c'est normal qu'on a quelques effets positifs, évidemment, mais il faudra au moins une bonne dizaine d'années, à condition que le rythme soit soutenu, pour que, effectivement, on puisse voir des effets tangibles de cette réindustrialisation. Donc elle est fragile, on l'a vu par le contexte international, mais ce qui est important, c'est de voir que le contexte général a profondément changé. La Covid-19, alors même si on n'y pense plus beaucoup, même si on voit encore quelques masques, et on les verra un peu plus, j'imagine, cet hiver, mais on a pris conscience de nos dépendances à l'international, c'est une évidence. La crise énergétique nous a rappelé que nous étions l'Europe, la région du monde la plus dépendante de l'extérieur. Bon. Et les coûts de l'électricité, le coût de l'énergie d'une manière générale, évidemment, pèsent sur le redéploiement de nos activités. Donc, le contexte international, c'est aussi l'évolution de la géopolitique. On est de plus en plus dans une fragmentation du monde, une régionalisation du monde, une montée des tensions qui n'est ni plus ni moins qu'une guerre économique entre grandes puissances. Et on voit combien
dans la régionalisation du monde, c'est-à-dire trouver des solutions à travers les zones d'intégration régionale comme l'Union européenne. Ça a du sens. Et reconsidérer les activités dans un contexte européen, c'est déjà pas si mal. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font penser qu'on est un peu moins naïf et qu'on s'empare enfin des questions comme il faudrait qu'on s'en empare. Et on devrait le faire depuis bien longtemps. Donc la question de la guerre économique est extrêmement importante. Par exemple, vous avez peut-être que la question de la souveraineté. Moi, quand je parlais de souveraineté, je me souviens dans les années 2015-2016, on me disait souveraineté, souverainisme. En fait, les gens confondaient souveraineté et souverainisme. Aujourd'hui, hommes et femmes politiques, sans distinction de bord, parlent de souveraineté. On parle de souveraineté industrielle européenne, de souveraineté française. Ça ne veut pas dire se barricader, évidemment, derrière des frontières, mais c'est d'abord penser aussi à nos intérêts. Les Américains et les Chinois le font, et les Japonais aussi, hein, de manière très forte depuis longtemps. Souvent, on dit que l'Union européenne a été l'idiot du village global. Hein. Moi, je le pense très franchement. Maintenant, ça y est, on commence à s'émouvoir de voir des entreprises européennes qui changent de main, qui disparaissent, qui sont rachetées, enfin qui étaient rachetées par des entreprises chinoises. On se souvient de ce leader de la machine-outil, KUKA, qui a été en Allemagne, qui a été racheté par des Chinois. C'était un tremblement de terre et qui a réveillé les esprits. Je vais vous montrer quelques images. Je vais les fermer bêtement. Ah, pardon. Oui, c'est ça. Hop. C'est d'abord de l'emploi. Nous avons perdu la moitié de nos emplois industriels. Le summum de l'emploi industriel en France, c'était plus de 6 millions de personnes. C'était en 1973. Et depuis, c'est une lente agonie qui s'est arrêtée en 2017. Après 2017, on a une stabilisation et on se remet à créer de l'emploi industriel. C'est une bonne nouvelle, on le sait trop peu. Mais depuis 2017, 180 000 emplois nouveaux ont été créés dans l'industrie. Alors, donc plus de 180 000 emplois ont été créés, c'est plutôt une très bonne nouvelle, évidemment. Et récemment, on a vu la Première ministre qui en a appelé aux besoins nouveaux dans les secteurs de la transition, et on a tablé sur les 10 prochaines années à quelque chose comme 60 000 emplois nécessaires, nouveaux, rien qu'en création, chaque année. C'est énorme. On annonce des besoins de 1,2 million d'emplois, donc c'est considérable. Saura-t-on former autant de personnes, de jeunes, notamment pour satisfaire ces nouveaux besoins? J'en doute énormément. C'est-à-dire que les besoins sont là. Donc une perte d'emplois considérable. Donc plus de la moitié des emplois ont été perdus. Regardez cette courbe. On la voit très bien depuis 1949, le sommet à 1973, et puis une dégringolade à laquelle on s'est, hélas, habitué pendant longtemps. Des secteurs ont payé un très lourd tribut. Je vous donnerai tout à l'heure l'exemple, je peux vous donner maintenant, le secteur du textile, par exemple. On a l'impression que tout a été planifié. Voilà. Donc il reste à peu près 100 000 personnes, donc il y a eu au plus bas 35 000 ouvrières qui restaient, et puis le secteur redémarre. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le bassin de Troyes, par exemple, qui se redéploie contre toute attente. Je discutais avec des gens des grands cabinets d'audit et de conseil qui me disaient il y a 10 ans, personne n'aurait tablé sur une renaissance dans le secteur du textile. Merci les bobos, merci au Made in France. Voilà. La France est sans doute le pays qui a le plus dénigré son Made in France. On en rigolait il y a 15-20 ans. Vous vous souvenez peut-être Raymond Barre qui disait à l'époque, quand il était Premier ministre, nos emplois sont nos emplettes. Ça faisait chou blanc. Aujourd'hui, on se rend compte que le Made in France, il suffit de voir les emballages de ce que vous achetez, fabriqué en France, nos éleveurs, etc. Ça porte. Et donc, effectivement, ce sont des marchés qui sont extrêmement utiles. Donc, rien que le secteur du textile qui a perdu plus d'1 million d'emplois, donc c'est absolument considérable, cette dégringolade. Alors, quelles sont les causes de la désindustrialisation? Un effort dans la recherche-développement faible. Et encore aujourd'hui, il faut savoir qu'on est positionné, en dehors de quelques secteurs, dans du bas et du moyen de gamme. C'est difficile de résister dans ces cas-là par rapport aux pays émergents, notamment, ou à des pays en développement qui font mieux. On a trop peu modernisé notre parc machine. Alors que les choses changent en ce moment, depuis quelques années seulement.
Mais l'âge moyen de nos machines était de 17 ans. Il était de 9 ans en Allemagne. Ça veut dire plus de pannes, des pièces qu'on ne trouve plus. Voilà. Des marchés qu'on ne peut pas prendre parce qu'on n'a pas la solidité mécanique, j'ai envie de dire, pour satisfaire ces commandes. La robotisation était très en retard. On est un des pays les plus faiblement robotisés. Paradoxe, on est quand même le seul pays au monde à avoir inventé cette idée absurde de la taxation des robots. C'était la seule façon de sortir par la tête haute en réindustrialisant. La seule chose qu'on ait imaginée, c'est de robotiser, enfin de taxer les robots. Ça témoigne aussi de l'incohérence de la classe politique et de sa méconnaissance crasse des questions industrielles. Je continue. Dans les facteurs, le positionnement sectoriel, je vous l'ai dit, donc en dehors de quelques secteurs phares comme par exemple l'aéronautique, l'aérospatiale, la pharmacie, on est encore dans le bas et moyen de gamme. Ça veut dire qu'il va falloir sacrément investir en la matière pour rattraper nos retards. La production domestique est plus faible en France, ça veut dire qu'on fabrique moins que nos voisins, hein, c'est-à-dire qu'ils trouvent naturellement un marché, qui ont beaucoup moins transféré leurs activités à l'étranger. Et donc on importe évidemment des biens que nos voisins italiens, nos voisins allemands fabriquent chez eux. Que dire du déficit commercial ? Il est abyssal. L'an dernier, il était aux alentours de moins 165 milliards. Alors certes, il y avait la question énergétique, mais comme nous exportons, dans notre balance des paiements, c'est à plus de 75% des biens manufacturés, si on n'exporte plus rien, c'est un déficit budgétaire. Donc il y a un besoin impérieux de réindustrialiser pour aussi exporter, pour rééquilibrer notre balance commerciale. C'est essentiel. Aujourd'hui, c'est une obsession dans les gouvernements qui se succèdent. Le contexte a changé. Il est plus favorable pour différentes raisons. J'ai parlé du contexte de crise qui a changé aussi les représentations en la matière. On va y revenir dans un instant avec Gabriel. On se remet à créer petitement des emplois. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors Gabriel, je me tourne vers toi parce que j'ai envie de dire que c'est aussi le privilège de l'âge, c'est d'avoir vu aussi les évolutions. Et on se disait tout à l'heure autour d'un café combien c'était heureux de voir aussi les choses changer. Et peut-être aussi sur la fin de nos carrières de se dire, voilà, ça a été, on a eu raison de nous tenir bon. J'ai envie de dire, c'est une première question, je vais faire le journaliste. Voilà. Qu'est-ce qui a changé depuis 2012, quand tu avais publié L'urgence industrielle ? Le terme reste toujours d'actualité. Bon, je vais répondre à François tout de suite sur ce qui a changé depuis 2012, mais il y a deux choses que François a dites et sur lesquelles je voudrais d'abord, si tu me le permets, réagir. C'est la question de la décarbonation. Après, je dirais un mot sur les délocalisations. S'agissant de la décarbonation, je pense qu'il faut être attentif. Les Allemands ne parlent pas de décarbonation. Ils parlent de défossilisation, ce qui n'est pas exactement la même chose, parce que en réalité, le carbone a deux usages. Il a un usage comme combustible, comme combustible, excusez-moi, vous ne mangez pas du carbone, donc comme combustible. Et cet usage-là pose problème parce que, comme vous le savez bien, le dioxyde de carbone produit des gaz à effet de serre additionnels, lesquels jouent un rôle important évidemment dans le champ du réchauffement climatique. Bon, donc on voit bien. Mais attention, en ce sens que le carbone, eh bien, ce n'est pas uniquement un combustible, c'est aussi finalement quelque chose qui fait partie du vivant. C'est important peut-être de le rappeler, ça. Et il y a une partie importante de la chimie, par exemple, qui vit avec le carbone, notamment par la tétravalence du carbone. Donc il faut faire attention, disons, voilà, défossilisation, oui, décarbonation, attention. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en effet, la décarbonation ne résume pas les enjeux de la transition écologique, parce que
la décarbonation ou la défossilisation plutôt répond à un enjeu qui est important, qui est celui du dérèglement ou du réchauffement climatique. Mais il y a d'autres enjeux de la transition écologique que celui-là, hein, bien sûr. Hein. Il y a le recul de la biodiversité, il y a les pollutions diverses, il y a l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables. Bon, voilà, donc on a tout un champ. Quand on analyse le lien entre industrie et transition écologique, il faut passer par la défossilisation, mais il ne faudrait pas, par exemple, que les politiques publiques soient uniquement des politiques de défossilisation. Hein. Il faut qu'elles soient plus larges et il faut en particulier promouvoir, je vais y venir tout à l'heure, une économie plus circulaire. Mais je dirais ce que j'entends par économie circulaire tout à l'heure. Ensuite, il y a une autre chose que je voulais dire, et après je vais répondre enfin à la question que tu me poses, c'est sur les délocalisations. Je crois que c'est un terme qui est utilisé là aussi un peu de manière, pas par nous, mais par les politiques en particulier, de manière un peu lâche. Alors que je pense qu'il faut absolument ne pas confondre les logiques de délocalisation avec les logiques d'investissement direct à l'étranger. C'est pas la même chose. Quand une entreprise délocalise, la définition que l'on retient de la délocalisation habituellement, c'est qu'on désactive une unité de production, éventuellement en la fermant d'ailleurs, hein, dans le pays d'origine, on transfère l'activité à l'étranger, en ouvrant ou pas une usine dans le pays étranger, parce qu'on peut aussi s'adresser à des fournisseurs locaux, et la production qui est réalisée revient pour servir les marchés d'origine. C'est ça les délocalisations. Et ça, ce n'est pas à confondre avec les investissements directs à l'étranger, parce que la majeure partie des investissements directs à l'étranger ne relève pas des délocalisations. La majeure partie des investissements directs à l'étranger relève de la conquête de marchés étrangers. Donc les logiques ne sont pas les mêmes. Hein. Et quand on différencie, comme je le fais depuis pas mal de temps maintenant, en effet, ces privilèges de l'âge, comme le disait gentiment François, les industries françaises et allemandes, eh bien, il y en a une qui est dans une logique de délocalisation, c'est plutôt l'industrie française, et l'autre qui est plutôt dans une logique de conquête de marchés extérieurs, c'est plutôt l'industrie allemande. Ça veut dire que quand les industriels allemands de l'automobile investissent en Chine, ce ne sont pas des délocalisations. C'est-à-dire que les véhicules qui sont produits ou assemblés en Chine ne viennent pas servir le marché européen ou allemand. Ils servent le marché chinois. Alors que quand Renault ou PSA, aujourd'hui intégré dans Stellantis, s'intéressent aux activités de production à l'étranger, ce sont des délocalisations. Et le secteur automobile, de ce point de vue-là, est tout à fait illustratif de ce qui s'est passé au niveau de l'industrie en général, parce que l'automobile française était très largement excédentaire en termes de balance commerciale jusqu'en 2005, c'est-à-dire qu'on exportait beaucoup plus de véhicules qu'on en importait. Et aujourd'hui, la balance commerciale française dans l'automobile est ultra déficitaire. Et elle est ultra déficitaire parce que les constructeurs français, en fait, ont délocalisé. Vous voyez, ils ont produit... Bon, les exemples sont extrêmement nombreux. Hein. Et ce qui m'inquiète un peu du point de vue de la transition écologique, dont je vais parler, puis après je réponds enfin à ta question, c'est que les constructeurs français, donc Renault d'un côté et PSA intégrés dans Stellantis aujourd'hui, n'annoncent pas de véhicules à petit prix produits sur le territoire français. Le seul véhicule à petit prix qui sera produit sur le territoire français, ça va être la R5, la R5 électrique, qui va être produite à Douai. Mais les autres modèles qui vont être produits par Renault, le groupe Renault et par PSA, ce sont des modèles à forte rentabilité et ce sont principalement des SUV ou des véhicules relativement chers, dont on n'est pas sûr qu'ils ont les meilleures performances écologiques, parce qu'ils sont plus lourds, justement. Ils sont plus lourds, ils ont besoin de batteries qui sont plus importantes, qui posent aussi des problèmes écologiques. Et il n'y a pas que du positif dans les batteries, il y a aussi pas mal de négatifs dans les batteries. Bon, voilà, donc voilà, c'est juste pour dire que voilà, délocalisation, investissement direct à l'étranger, les logiques ne sont pas les mêmes. Hein, voilà. Alors maintenant, je réponds enfin, si tu veux bien, François, quand même, à ta question. Je crois que la prise de conscience des effets catastrophiques de la désindustrialisation dans les élites dirigeantes, c'est le rapport Gallois. Le rapport Gallois 2012, qui en effet est une sorte de cri d'alarme en disant, bon voilà, mais ce cri d'alarme, il vient d'un industriel, de quelqu'un qui a été
aussi, qui a occupé des fonctions importantes dans l'industrie, même s'il a été aussi patron de la SNCF pendant un temps. Enfin, c'est quelqu'un qui a un cursus très, très respecté en quelque sorte, et ce rapport gallois a jeté un pavé dans la mare. Mais ce qui est terrible, c'est que les conclusions qui en ont été tirées ont été vraiment extrêmement réductrices par rapport à la portée du rapport, puisque finalement, la seule chose que les pouvoirs publics ont retenu du rapport gallois, c'est que les coûts du travail en France étaient trop élevés et qu'il fallait diminuer les cotisations sociales. Ce qui probablement n'était pas du tout la bonne voie, parce que la compétition industrielle, elle se joue en petite partie sur les coûts du travail et elle se joue en grosse partie sur bien d'autres dimensions que les coûts du travail, notamment l'innovation, la qualité et le caractère durable ou pas des produits qui sont réalisés. Donc pour moi, il y a un début de prise de conscience au niveau des élites dirigeantes avec le rapport gallois. Et après, je crois que tu as parfaitement raison, c'est la crise sanitaire. Parce que la crise sanitaire est un véritable choc. Comme tu l'as dit, François, pas de masque. Pas de masque non plus, pas de masque, pas de gel hydroalcoolique, pas de respirateur non plus, c'est-à-dire que les gens qui s'étouffent et qui ont des problèmes pulmonaires de respiration, on n'a pas les respirateurs pour aider ces gens-là. Et on n'a pas de vaccin non plus, hein, c'est-à-dire que notre champion national Sanofi a considéré que la technologie ARN messager était coûteuse et incertaine. Ah oui, coûteuse et incertaine. Voilà, le résultat, c'est qu'on ne fabrique toujours pas de vaccins ARN messagers en France. Hein. On continue de les acheter à l'étranger. Alors, moi, j'ai fait un petit calcul, parce que comme je suis économiste, de temps en temps, je fais des calculs. Hein. Bon, voilà. J'ai comparé, encore une fois, ce que je sais faire, la France et l'Allemagne, et je me suis dit, à coup sûr, on devrait logiquement avoir un taux de mortalité plus élevé en Allemagne avec la Covid. Pourquoi ? Tout simplement parce que la structure démographique allemande est celle que vous connaissez, une population qui est plus âgée que la population française. On sait que ce virus a malheureusement affecté plutôt les gens qui ont plus de 65 ans. Et comme la structure démographique allemande est celle que vous connaissez, normalement, il aurait dû y avoir une mortalité plus importante en Allemagne qu'en France. Vous comprenez, hein ? Eh bien, il n'en a rien été. C'est-à-dire quand on constate la mortalité pendant les 18 premiers mois, eh bien, la mortalité française est nettement supérieure à la mortalité allemande, nettement supérieure. Hein. Et la raison principale, pour moi, c'est tout simplement l'absence, évidemment, de lits, et ça c'est clair. Hein. Ça renvoie aux politiques de santé et aux contraintes sur les politiques de santé, mais c'est aussi le résultat de la désindustrialisation. Donc je crois que là, les Français ont pris conscience, avec un prix, je dirais, très élevé, finalement, de ce que signifie la désindustrialisation quand on n'est plus capable de produire les matériels de santé, les médicaments, les vaccins dont on a besoin. Voilà, je pense que c'est ça la réponse, il me semble. Alors pour poursuivre, il y a tout ce discours de changement de paradigme, et notamment alors tu parlais de défossilisation, de décarbonation, on va revenir là-dessus. Donc qu'est-ce qui fait vraiment la différence par rapport dans les process industriels notamment, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on ne fera plus ? Alors, ce qu'on ne fera plus, parce qu'on ne peut pas le faire, et puis c'est tant mieux, c'est des produits sales. Des produits sales, et justement, je crois que un des problèmes importants que l'industrie a pu avoir, c'est un problème d'acceptabilité sociale, hein, très, très clairement. C'est-à-dire qu'on a longtemps associé, et je le comprends très bien, industrie et dégâts environnementaux. Au point qu'on pouvait souhaiter, d'une certaine manière, la désindustrialisation, puisque l'industrie était associée à des pollutions diverses. Alors si en même temps l'industrie martyrise les personnes qui travaillent et en même temps dégrade les équilibres naturels, on ne voit pas pourquoi on serait favorable au développement de l'industrie. Donc ce que l'industrie ne peut plus faire, en tout cas dans les pays développés, c'est martyriser les gens qui travaillent et dégrader en quelque sorte l'environnement, les équilibres naturels. Donc je pense que ça, c'est une rupture qui me semble être définitive. Voilà.
Et cette rupture, en fait, elle va mettre du temps en fait, à produire ses effets positifs, même si ces effets commencent à se faire sentir, comme tu l'as dit, parce que pendant très longtemps, on a soit opposé industrie ou environnement, soit au moins séparé. Et la séparation des deux me semble peut-être dommageable également. Ce n'est pas uniquement l'opposition, c'est aussi la séparation. Alors, vous allez me dire, je ne comprends pas très bien ce que veut dire séparation. Séparation, ça signifie par exemple que lorsque vous regardez, je ne sais pas moi, les ministres, il y a un ministre de l'économie, un ministre des finances, et puis il y a un ministre du développement durable, de la transition écologique, un ministre de la transition énergétique. Alors Dieu merci, dans l'organigramme du gouvernement aujourd'hui, il y a une personne qui est supposée assurer la cohérence de l'ensemble et la planification écologique, c'est la première ministre, et ça je trouve que c'est bien. Mais quand même, on a affaire à des responsabilités politiques qui restent quand même séparées. Et au niveau des collectivités territoriales, que vous connaissez certainement aussi bien que moi, on a exactement le même problème. C'est-à-dire qu'on va avoir un vice-président d'une région qui est en charge du développement économique et de l'innovation, par exemple, hein, et un autre vice-président qui, lui, va être en charge du développement durable. Donc cette séparation ne facilite pas, en quelque sorte, l'élaboration de stratégies publiques. Hein. Donc la question institutionnelle, hein, même si je ne suis pas un politologue, hein, la question institutionnelle ne peut pas être traitée comme ça. C'est une question qui est importante. Hein, et de mon point de vue, toute la politique économique devrait être traversée par l'objectif de transition écologique. On devrait aligner l'ensemble de la politique économique sur l'objectif de transition écologique, ce qui n'est pas encore le cas. Et au niveau des entreprises, jusque dans un passé récent, c'est-à-dire jusqu'en 2020, quand on discutait avec des chefs d'entreprise, comme j'ai pu le faire dans l'aéronautique à Toulouse, puisque je suis à Toulouse actuellement, s'agissant de la transition écologique, la réponse était une réponse, on va dire, réservée. Hein. C'est la transition écologique, ça coûte très cher quand même. Hein. Ça nous coûte très cher chaque année. Voilà, ça signifie des suppléments de réglementation. Donc on risque de perdre en compétitivité si on nous impose en quelque sorte des contraintes écologiques trop importantes. Donc ne nous cassez pas trop les pieds, parce que d'ailleurs si vous nous cassez trop les pieds, on finira aussi par délocaliser, d'ailleurs ils le font, nos activités de production dans des pays qui sont moins regardants en quelque sorte. Bon. Alors je crois que ça, c'est en train de changer. Mais comme je le disais à François, enfin on se le disait avec Ophélie tout à l'heure, ça va prendre du temps. Hein. N'imaginez pas que ce changement de représentation va se faire en 2 temps, 3 mouvements. C'est pas le cas. Hein. Alors peut-être, si je peux encore parler 2-3 minutes, hein, je crois que tout à l'heure tu disais, et je suis tout à fait d'accord avec ça, la transition écologique ne se fera pas sans industrie. Parce que pour que l'on puisse effectivement réaliser cette transition écologique, en matière d'énergie, en matière de consommation, dans notre vie quotidienne, on va avoir besoin de produits industriels d'un autre type. Hein, mais on aura besoin de produits industriels. Je pourrais prendre plein d'exemples, mais ça paraît assez évident. Hein. Mais en sens inverse, si je pars non pas de nos besoins, de notre consommation, mais si je pars des industriels maintenant, je change d'angle d'attaque, hein, je pense qu'en effet, j'ai pu écrire ici et là que la compétitivité de l'industrie française et européenne sera écologique ou ne sera pas. C'est aussi fort que ça. Hein. Le message est un message très fort. Hein. Si on veut recouvrer notre compétitivité, ça se fera par l'écologie ou ça ne se fera pas. Alors, je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. Je ne vais pas prendre l'exemple de l'aéronautique parce que ce serait tellement facile de le prendre qu'on le prendra, si vous voulez, pendant le débat ou même de l'automobile, parce que je suis sûr que vous pensez à l'automobile électrique. Je vais prendre l'exemple de l'électroménager. Si on prend un secteur dont on parle peu, et à mon avis, c'est bien dommage, parce que c'est un secteur qui est important, c'est un secteur aussi qui correspond aux besoins quotidiens des gens. Bon. On ne produit plus en France de machines à laver le linge depuis maintenant 3-4 ans, puisque la dernière usine, Whirlpool,
a fermé, en effet, elle était à Amiens. Donc on importe chaque année en France, on importe entre 2,5 millions et 3 millions de lave-linge, ce qui est un chiffre absolument hallucinant si vous rapportez le nombre de lave-linge achetés au nombre de ménages. Mais si vous le rapportez, c'est tout simplement... Pourquoi je le fais? Parce que tout simplement, ça signifie que la durée de vie d'un lave-linge est très courte. Elle est très courte, ça veut dire que la durée de vie d'un bien d'équipement qui est supposé être durable dans la nomenclature, la durée de vie d'un lave-linge en France aujourd'hui est de 4 ans. C'est-à-dire au bout de 4 ans, le ménage en fait, change son appareil. Alors pourquoi change-t-il son appareil? La réponse, vous la connaissez, et je crains fort que vous l'ayez mise en pratique vous-même. La réponse, elle est que si je fais venir un réparateur et que le réparateur me change la pompe ou le moteur ou le programmateur, je ne sais pas, ça va me coûter très cher. Et ça va me coûter bien plus que la valeur résiduelle du lave-linge. Donc, est-ce que je vais mettre 200 € pour changer un équipement, un seul, de mon lave-linge, alors que la valeur résiduelle de mon lave-linge est peut-être inférieure à 200 €. Donc, le consommateur rationnel, en économie en tout cas, le consommateur rationnel, à moins que ce soit le lave-linge de sa grand-mère auquel il tient vraiment, surtout pas, bon, voilà, le consommateur rationnel, il va dire, moi je change pas, je ne le répare pas, je le change. C'est ce que l'installateur va lui dire d'ailleurs, mais changez donc votre truc, ça ne vaut pas la peine de le réparer. Bon, ben ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, clairement. Donc, quelle est la solution pour faire renaître une industrie française ou européenne du lave-linge? Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une. C'est de produire un lave-linge écologique. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un lave-linge écologique? C'est qui consomme moins d'eau, consomme... Oui, certainement. Mais surtout, qui est éco-conçu. Éco-conçu, ça signifie quoi? Ça signifie qu'aucune partie du lave-linge ne doit représenter plus que 15% ou 20% de la valeur totale du lave-linge. Parce que si ce n'est pas le cas, si vous avez affaire, je sais pas, à une pompe ou autre chose qui représente une valeur supérieure, eh bien, le jour où cette partie-là lâche, eh bien, vous changez de lave-linge. Donc, est-ce que vous avez compris mon analyse? Voilà. Donc, ça signifie qu'il faut absolument, en quelque sorte, éco-concevoir. Il faut faire en sorte que le lave-linge soit réparable. Et la réparabilité ne dépend pas de la disponibilité des pièces détachées. Vous comprenez le raisonnement. La réparabilité dépend de l'éco-conception, c'est-à-dire de la façon dont le lave-linge a été conçu pour qu'aucune des pièces, aucun des composants en quelque sorte du lave-linge ne représente plus que X%, etc. Voilà, c'est comme ça qu'en effet, on pourra faire renaître une industrie du lave-linge en France en allant dans cette direction, qui est une direction, évidemment, vous comprenez, complètement opposée à la direction de l'obsolescence programmée. On est aux antipodes, évidemment, de l'obsolescence programmée. Donc, il y a un certain nombre d'industriels qui commencent à comprendre ça. Je ne vous dis pas que tous les industriels le comprennent et le mettent en pratique, mais il y a un certain nombre d'industriels qui commencent à comprendre que, eh bien, il faut éco-concevoir les produits plutôt que de produire des biens qui ne sont pas réparables, qui ne sont pas durables, qui ne sont pas partageables, etc., etc. Donc vous voyez qu'on ne peut pas faire reposer en quelque sorte la charge de la transition écologique uniquement sur les utilisateurs. En effet, on peut attendre des utilisateurs qu'ils aient un comportement de sobriété, mais la sobriété, pour moi, ne veut pas dire qu'on va revenir au lavage du linge à la main. C'est pas ça. La sobriété veut dire simplement que l'on va, en effet, utiliser des lave-linges pour une durée qui est plus longue. Et ça peut être de l'intérêt des producteurs que d'allonger la durée de vie des lave-linges pour qu'en effet, on reconquiert une partie de ce marché qui aujourd'hui est complètement capté par des producteurs étrangers. Vous voyez ? C'est un peu ça l'idée, mais bon, François, c'est peut-être... Alors on reconnaît tes talents de pédagogue, c'est vrai que tout est résumé dans une machine à laver, ça tourne, voilà. Vos esprits tournent aussi, c'est un très très bon exemple, évidemment, et au quotidien. Donc je pense que demain, quand vous irez racheter une machine à laver, vous penserez à tout ça. On rajoutera qu'il faut réclamer aussi qu'il y ait des filtres
pour justement capter les plastiques de toutes nos textiles, tout simplement. C'est quand même un tiers des rejets de plastique dans les océans, nos machines à laver. Donc il y a urgence aussi à s'emparer de cette question. Alors, je me tourne vers Ophélie maintenant. On a parlé des industriels qui commencent à s'emparer de ces questions des transitions. On peut le voir à travers un secteur d'activité qui est emblématique. C'est quand même le premier employeur industriel en France, le secteur de l'agroalimentaire. Alors Ophélie, je te pose une question, je fais le naïf, je connais la réponse, mais est-ce que les industriels de l'agroalimentaire ont pris la mesure de ces changements de paradigme et comment ils s'en emparent? Vaste question. D'abord, je pense que quand on doit parler d'industriel, il faut caractériser vraiment l'objet. Qu'est-ce que l'industrie agroalimentaire? Et en fait, à partir du moment où on réfléchit à l'entreprise agroalimentaire, on se rend compte très vite qu'elle est extrêmement disparate. Vous pouvez avoir de très 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 grands groupes comme des groupes extrêmement petits. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, 98% des entreprises agroalimentaires sont soit des micro-entreprises, soit des petites et moyennes entreprises. 98%. Donc on est sur un secteur industriel qui est finalement dominé en chiffres, j'entends, et pas en valeur ajoutée, mais en chiffres par de petites et moyennes entreprises finalement. Et donc, quand on parle de la transition écologique à travers l'industrie agroalimentaire, il ne faut jamais oublier ces différences entre les entreprises. Parce que cette différence-là, fondamentalement, eh bien, elle va transformer la façon dont l'entreprise s'engage dans la transition écologique. Alors, si les entreprises s'engagent dans la transition écologique, je dirais oui et je dirais non, parce que tout dépend des moyens des entreprises. On va d'abord commencer par la question des moyens financiers. Il est bien évident que quand vous avez des groupes qui ont une politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises, vous savez, donc ce genre de politique qui doit orienter finalement la stratégie de l'entreprise pour aller vers des activités beaucoup plus vertes, par exemple, mais même plus respectueuses des personnels au sein de l'entreprise. Quand vous avez ce genre de stratégie déjà au sein de l'entreprise, eh bien vous avez déjà une démarche de transition qui est mise en place. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. La politique RSE, elle est obligatoire pour les entreprises de très grosse taille. Mais pour les toutes petites et pour les petites et moyennes entreprises, la RSE n'est pas obligatoire. Donc elle se fait déjà sur la base du volontariat. Certaines entreprises ont envie d'avancer dans la transition écologique, et ça c'est sans doute le second plan. Maintenant qu'on a parlé de la question des financements, il est important de parler de la question de l'engagement. Et c'est peut-être un des points importants, mais quand on parle de petites et moyennes entreprises, ce qu'il faut vraiment cerner, c'est que les personnes qui sont à l'origine de cette stratégie industrielle, au sein même de cette entreprise, ce sont souvent les chefs d'entreprise et quelques membres de l'équipe. D'accord ? On n'a pas des équipes extrêmement diversifiées, on reste sur peut-être un petit noyau de direction, et c'est ce petit noyau qui va conditionner effectivement cette transition écologique au sein des petites et moyennes entreprises. Donc évidemment, l'humain est ce qu'il est, et vous avez certaines personnes qui sont convaincues de la nécessité de cette transition écologique, déjà, qui ont choisi depuis même une vingtaine d'années de commencer à mettre des panneaux solaires sur les toits de l'entreprise, de commencer à réduire l'utilisation de ressources. Donc vous avez déjà des stratégies industrielles qui étaient bien avant la Covid-19, bien avant. Hein. Ça, c'est pour les industriels qui se sentent engagés. D'accord ? On a vraiment une partie sociale dans ces cas-là, mais les industriels sont aussi des personnes et ont aussi des avis et organisent leur production en fonction également de ce qu'ils sont. Donc je pense que c'était un point important, mais on parle souvent de géographie économique ou d'économie sans toujours parler des acteurs, et ces acteurs vont vraiment organiser cette transition. Alors un autre élément aussi, l'agroalimentaire, c'est un secteur très particulier parce qu'il est vraiment à la convergence des enjeux de l'agriculture. Si vous avez déjà un amont agricole qui doit effectuer des transitions, utiliser moins d'intrants, passer au bio, eh bien la production derrière, il y aura forcément un impact. D'accord ? Et ça, c'est important de le souligner déjà. On a l'amont agricole qui va vraiment être au cœur de la transition, mais pas que. Et ça va beaucoup plus loin. Dans l'entreprise elle-même, dans la fabrication elle-même, on a des procédés de transition écologique qui sont mis en place. Réduction, effectivement, de l'eau utilisée pour la transformation de certains aliments. Apport d'une nouvelle source d'énergie
plutôt électrique hein, d'ailleurs, bien évidemment, mais à la place du gaz ou d'autres formes d'énergie fossile. On peut avoir ce genre d'éléments. J'ai des industriels qui mettent en place aussi d'autres éléments un petit peu différents, mais qui vont innover au sein de leur entreprise. Ce sera mon point d'après. Mais vraiment, il faut retenir que vous avez une multitude de stratégies au sein de ces entreprises, et cette multitude de stratégies, eh bien, elle est très difficile à caractériser aujourd'hui, comme on est vraiment dans un secteur industriel qui est totalement dominé par des petites et moyennes entreprises. Alors, autre élément aussi, mais pour effectuer une transition, et notamment dans l'industrie, et je vais rejoindre mes deux collègues aujourd'hui, la question des représentations est essentielle. Parce qu'en fait, pour engager une transition écologique au sein d'entreprises, eh bien, il faut du personnel. Sans humain, comment faire ? Les machines ne peuvent pas faire de la transition écologique toutes seules. D'accord ? Il y a forcément une idée, forcément de la main-d'œuvre. Et le vrai problème de l'industrie agroalimentaire aujourd'hui, c'est qu'elle se retrouve tiraillée sur la question des représentations. Vous avez aujourd'hui de jeunes personnes diplômées, fraîchement diplômées, qui sont prêtes à travailler dans la transition écologique et qui ne souhaitent absolument pas être recrutées par l'industrie, en règle générale, et l'industrie agroalimentaire aussi. L'industrie agroalimentaire souffre d'un élément quand même, et je pense que c'est important de le souligner aujourd'hui, mais que c'est un secteur industriel qui n'est pas toujours perçu comme de la véritable industrie. Excusez-moi, je mets des guillemets, hein, c'est un petit peu choquant ce que je veux dire, mais j'évoque vraiment les paroles des industriels lors des entretiens. C'est une industrie qui est très particulière et on a l'impression que, bah oui, en fabriquant un saucisson, on ne fabrique pas la même chose qu'un Airbus. Et c'est peut-être moins louable de la part de quelqu'un qui se fait embaucher dans ce type d'industrie. Voilà. Oui, j'ai utilisé cet exemple, mais je pense qu'il est très concret. Donc, vous avez une question de représentation qui est importante. Si personne ne porte ces stratégies industrielles au sein des entreprises, ce n'est pas possible. Vous avez un autre point qui est important aussi, et je pense que dans la région Grand Est, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la région Grand Est ici dans cette salle, mais la question de la formation. Comment réussir à entamer une transition écologique au sein des entreprises agroalimentaires si on n'est pas capable de former du personnel, d'accord ? On peut avoir déjà des personnes qui ne veulent pas spécialement aller dans ce type d'industrie, mais si en plus la formation n'accompagne pas les jeunes personnels, c'est très compliqué. Et donc on a un déficit finalement de formation au sein de ces entreprises qui va freiner également cette transition écologique. Donc encore un élément à souligner. Mais il n'y a pas que cela, et il y a aussi, j'ai parlé de l'amont agricole, mais je vais parler aussi de l'aval. L'aval, nous tous, les consommateurs. Quand vous avez des consommateurs qui font une pression finalement sur l'industrie agroalimentaire pour créer un changement, pour créer une transition, eh bien vous avez des transitions qui se mettent en place au sein de ces industries. Je donne un exemple très concret, mais si on achète aujourd'hui un pot de Nutella par exemple, vous voyez très bien qu'aujourd'hui il est marqué un petit élément sur le pot comme quoi on est face à de l'huile de palme qui est respectueuse, vous savez, qui ne déforeste pas plus. Mais c'est ce genre d'élément en fait qui va transformer et qui va forcer, et je pense que forcer, c'est un mot assez fort mais c'est la vérité, qui va forcer les industriels aussi à entamer des transitions. Le consommateur, parce qu'il va acheter, va dicter aussi les transitions au sein des entreprises agroalimentaires. Et c'est très visible sur certains secteurs qui sont véritablement en train de souffrir de ces transitions. Je parle notamment du secteur de la viande. En ce moment, vous avez vraiment une mouvance. Je pense que vous avez déjà entendu certaines marques, notamment la marque Apivore qui a ouvert une usine de steaks végétaux. J'utilise encore ce terme, mais peut-être que bientôt je ne pourrai plus l'utiliser. Mais vous savez, vraiment des protéines végétales alternatives aux protéines animales. Donc vous avez toute cette mouvance de protéines végétales qui apparaît et on peut se réjouir aussi du fait qu'une nouvelle activité dans l'industrie agroalimentaire naisse, mais vous avez également en face des personnes qui vont travailler pour produire de la viande et ces secteurs-là souffrent véritablement effectivement du fait que la consommation de viande chute. Donc vous avez quand même ces secteurs qui souffrent de multiples éléments et ce qu'il faut comprendre c'est que la transition écologique dans ces industries, elle dépend donc à la fois d'une volonté, mais elle est aussi contrainte. J'ai oublié peut-être un élément important, mais celui-là, je pense que si je ne le dis pas, je l'aurai nécessairement en question, c'est la question de la grande distribution. Encore un élément qui va tirailler l'industrie agroalimentaire en France aujourd'hui, pas qu'en France, mais si on regarde un petit peu les chiffres, et c'est ce qui est assez frappant en France,
Dans le rapport 2023 de l'Observatoire de la formation des prix et des marges, que vous pouvez consulter sur Internet assez facilement, on observe que les marges sur un produit que l'on consomme, eh bien, elles sont absolument énormes d'un point de vue agroalimentaire, mais d'un point de vue grande distribution aussi. En 2022, par exemple, sur un produit acheté, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse, mais cet observatoire s'intéresse en gros à un panier de 21 produits. Et il regarde eh bien, à quoi correspondent les coûts de ces 21 produits. Si on regarde un petit peu les chiffres, le produit initial, avant transformation, la marge sur ce produit est autour de 46%. Donc en gros, quand vous achetez un produit, vous payez à peu près la moitié du produit de base, initial, produit par l'agriculture. D'accord ? Ensuite, si on reprend, vous rajoutez une marge qui est prise par l'agroalimentaire pour pouvoir embaucher, pour pouvoir transformer. Bien évidemment, elle a besoin d'un apport financier. Cette marge-là, en 2022, elle est autour de 25%, ce qui est quand même une marge importante, qui est justifiée ou non, hein, bien sûr. Vous pouvez avoir des marges qui sont très importantes. Vous avez vu, il y a certaines entreprises qui ont été épinglées sur ces marges un petit peu trop fortes, et notamment par certains grands distributeurs. Donc autant vous dire qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour certaines entreprises. Mais vous avez quand même, en 2022, une marge de la grande distribution qui est de 29% sur ces produits. Donc quand vous achetez un produit, 29% du prix que vous payez sur ces 21 produits, je crois que vous avez le jambon, vous avez les cuisses de poulet, ce genre de choses. Je regarde beaucoup la viande en ce moment. Il est quand même de 29%. Donc vous comprenez tout de suite qu'il y a encore un élément qui est majeur, c'est cette relation avec la grande distribution, mais qui va dicter aussi ce que peut faire l'entreprise agroalimentaire et ce qu'elle ne peut pas faire. Donc pour finir, parce que je pense que j'ai pris déjà beaucoup de temps, l'industrie agroalimentaire peut s'emparer des transitions, mais parfois, elle n'en est pas capable. Quand je vous parlais au départ de ces 98% de petites et moyennes entreprises, il faut comprendre que ces entreprises-là n'ont pas une trésorerie qui est incommensurable. Elle ne peut pas faire énormément d'investissements à la fois dans la décarbonation, à la fois dans la gestion des ressources, d'accord, qu'ils vont utiliser pour la production, mais aussi pour l'installation de nouvelles machines. Et vous avez toute cette question de l'innovation qui est centrale. Pour pouvoir faire cette transition écologique, il faut d'abord innover. Certaines grandes entreprises vont même racheter des entreprises, des start-up, des entreprises de la smart food, d'accord, qui vont moderniser finalement notre façon de consommer probablement, mais en tout cas ces micro-entreprises qui travaillent sur des manières alternatives de consommer. Vous avez de très grandes entreprises aujourd'hui, Danone, Lactalis, qui vont racheter ces entreprises de la smart food pour pouvoir avoir directement l'innovation en leur sein. D'accord ? Donc vous avez vraiment un travail qui se fait quand il y a du financement, c'est tout à fait envisageable. Mais quand vous vous retrouvez face à une petite et moyenne entreprise qui n'a pas une trésorerie à foison, comment fait-elle ? Eh bien, la transition écologique, elle doit la financer elle-même, par ses propres moyens. Mais quand elle a une augmentation des coûts de production, augmentation de l'électricité que nous connaissons tous, augmentation du prix des matières premières avec l'agriculture notamment, comment fait-elle ? Eh bien, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe pour l'agroalimentaire, c'est que finalement, ce secteur est profondément tiraillé entre une nécessité de transformation, une nécessité de changement qui est attendue de la part des consommateurs, avec l'envie aussi de bien manger, de retrouver, de savoir exactement ce que l'on consomme quand on achète un produit, mais en même temps, de l'autre côté, le fait que ces 98% de petites et moyennes entreprises, elles n'ont pas une trésorerie qui leur permette forcément d'atteindre tous les objectifs de cette transition écologique. Et donc, potentiellement, elles ne pourront pas toutes suivre cette marche que l'on est en train d'enclencher. Et il est possible que les plus grands groupes, en tout cas, résistent beaucoup plus facilement aux politiques qui sont mises en place aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, oui, vous pouvez. Avant de vous donner la parole, c'est important de vous donner la parole, je voudrais terminer sur un point très important, c'est qu'il y a beaucoup de freins à la réindustrialisation. Et dans le cadre de notre projet de l'Agence nationale de la recherche, projet ANR, on s'est rendu compte que les freins étaient déjà là, alors qu'on est au tout début de la réindustrialisation. Alors on a déjà évoqué quelques-uns, mais je vais vous faire une synthèse, très vite, des principaux freins
que rencontrent aujourd'hui les industriels qui veulent se lancer dans la réindustrialisation. Pour moi, le frein le plus important, c'est celui de la disponibilité de la main-d'œuvre, celui des compétences. Et ça, c'est un vrai problème. On est quand même à un taux de chômage qui est important, 7,2%. On n'est pas très loin, nous dit-on, du plein emploi qui serait aux alentours de 5%. C'est quand même 5,1 millions de chômeurs. Et pourtant, on ne trouve pas de personnes à embaucher. C'est le discours récurrent de tous les industriels aujourd'hui, qui perdent des marchés, qui sont prêts à embaucher. Vous avez à l'heure où je vous parle à peu près 75 000 emplois industriels qui ne trouvent pas preneurs. Mieux payés que dans le secteur des services. Quand on regarde le salaire moyen de début de carrière d'un soudeur aujourd'hui. On recherche des soudeurs. EDF les fait venir du Canada et des États-Unis pour réparer ces centrales nucléaires aujourd'hui. Invraisemblable. Invraisemblable. Les besoins sont énormes dans l'industrie. Donc on voit qu'il y a un décalage entre le niveau de formation qui est moyen. On est juste dans la moyenne quand on regarde les chiffres de l'OCDE. On n'est pas du tout à haut niveau, on est vraiment dans la moyenne. Et donc il y a un désamour vis-à-vis des métiers de l'industrie. Une réactivité aussi trop faible, trop lente de la part des établissements de formation, ce qui fait que beaucoup d'industriels préfèrent former en interne pour éviter de perdre des marchés, tout simplement pour avoir en peu de temps, dans un temps ramassé, des gens compétents pour travailler. Le secteur de la maroquinerie, par exemple, le fait avec Hermès ou LVMH, qui court-circuite les CFA, etc., pour former des gens au top niveau, parce qu'on ne trouve pas encore à les former. Donc pour nous, éducateurs, formateurs, enseignants, c'est quand même un sacré défi. Deuxièmement, et ça j'ai été très étonné, c'est une question liée au foncier. Le foncier. Quand j'ai élaboré ce projet de recherche, pour moi c'était une question importante, mais pas à ce point central. Aura-t-on assez de surface à proposer aux industriels? Vous savez peut-être qu'il y a eu donc en août 2021 une loi très importante qui a été votée, qui est la loi climat et résilience. Et vous avez dedans un dispositif qui est encore ignoré par plein de gens, sauf par les élus. C'est la zéro artificialisation nette. C'est un changement de paradigme total. C'est une bonne chose parce qu'on sait combien les sols nus sont des lieux de captation du carbone. C'est pour ça qu'en fait, quand on se rebiffe contre la ZAN, c'est pas contre son principe. Hein. On essaye d'avoir des exceptions, évidemment. Mais globalement, on voit que la ville va se réinventer sur la ville. Avant, on se disait, quand on a à s'implanter, on va s'implanter en périphérie. C'est fini. Et d'ici à 2050, ça sera totalement fini. D'accord ? La France est un pays qui artificialise à tour de bras, qui est le pays qui, en gros, tous les 7 ans, on a la superficie d'un département français de taille moyenne, c'est celui des Yvelines, 2700 km², complètement artificialisé. Donc ça pose quand même problème en la matière, surtout qu'on cherche partout des pièges à carbone. On voit que les forêts sont de moins en moins des pièges à carbone, que les océans qui se réchauffent sont de moins en moins des pièges à carbone. Les sols ont une vocation évidemment importante. Avant, c'était rien. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Donc il y aura de moins en moins de sols disponibles, de surfaces disponibles. Où est-ce qu'on va installer nos industries? Ça va vous étonner, mais pour les gigafactories qui s'ouvrent ou qui vont s'ouvrir, c'est une chance, évidemment, parce que ce sont des secteurs d'activité de la transition, notamment dans les batteries. J'en parlais il n'y a pas si longtemps avec Madame Pannier-Runacher, quand elle était ministre, secrétaire d'État à l'industrie, pardon. Elle me disait, on n'arrive pas à trouver en France une superficie de 200 à 300 hectares pour accueillir ces géants qui veulent s'implanter. On se dit, mais quand même, on est un pays à une densité de 119 habitants au kilomètre carré, on devrait. Et les industriels vont en Allemagne, ils vont aux Pays-Bas, ailleurs. Voilà. Donc il faut les dépolluer, ces sols, il faut les préparer. Voilà. Donc c'est un problème. On est en concurrence. En fait, cette loi, elle a été pensée en oubliant qu'on était dans une phase de réindustrialisation et qu'il y aurait des besoins. En fait, dans les 10 prochaines années, on ne devrait pas avoir trop de problèmes pour trouver des implantations, sachant que les nouvelles usines, elles sont très petites. Quand on regarde les chiffres d'une usine qui se crée aujourd'hui, alors on crée plus d'usines qu'il n'en ferme, c'est une bonne nouvelle. Mais quand on crée une usine, elle embauche entre 30 et 45 personnes. Une gigafactory qui ouvre, c'est entre 1500 et 2000 personnes, pour vous donner un ordre d'idée. Donc on devrait
on devrait quand même trouver des terrains. Mais néanmoins, il y a cette menace de ne pas avoir assez de foncier. Les coûts des facteurs, naturellement. Est-ce qu'on aura assez d'eau? Depuis 2-3 ans, on découvre avec ces étés de canicule que ça devient compliqué. Regardez ST Microelectronics à Grenoble, qui prend déjà 20% de la consommation en eau de la région, et avec le doublement de sa superficie, qui va être financé en partie par l'État, appuyé par l'État, ça va être 40% de la consommation d'eau. Et on voit ces effets NIMBY, not in my backyard, pas chez moi, je ne veux pas de cette usine chez moi, elle va me prendre toute l'eau. Donc on voit ces oppositions aussi qui apparaissent, et c'est la question de l'acceptation, de l'acceptabilité. En fait, on avait oublié l'industrie comme facteur de pression sur les milieux. Et finalement, ça a arrangé beaucoup de gens de les voir partir parce qu'on avait une friche industrielle qu'on allait mettre en logement, etc. Donc c'est compliqué, la cohabitation des activités, les unes avec les autres. On a un problème de ressources, on est très dépendant. Regardez le secteur minier, on est extraordinairement dépendant au niveau européen. D'accord ? On ne produit plus en France de matières premières. Voilà, le code minier, il est complètement vétus, il est en train d'être revisité. Et nos batteries, c'est joli, mais enfin les batteries, on fait venir tous les produits, les métaux critiques, comme on l'a dit, de l'étranger. Il suffit qu'on ferme le robinet, et qu'est-ce qu'on va mettre dans nos batteries? Rien que quand on évalue les besoins, on a 40 sites en France qui peuvent produire du lithium, par exemple. C'est pas sûr qu'on arrive à en produire si on a une bronca, on va dire, une levée de bouclier sur la production. Et pourtant, on a des besoins qui sont énormes. Et la question de la souveraineté est très importante en la matière. Il est probable, et d'ailleurs l'Europe le souhaite, qu'on soit aux alentours de 2035 à pouvoir produire sur le sol européen à peu près 20%, c'est pas beaucoup, 20% de nos produits, de nos métaux critiques, justement pour approvisionner les secteurs de la transition. Et puis dans les freins, il y en a un qui est très important, on en parlait tout à l'heure, c'est la dimension culturelle. C'est l'imaginaire. Il manque un imaginaire industriel. Alors tu l'as très bien dit, Gabriel. C'est compliqué de construire un imaginaire industriel alors que pendant 270 ans, la prédation sur les milieux était aussi importante. Et pourtant, on voit qu'on n'a jamais eu autant besoin de l'industrie pour réussir ces transitions. Ça va prendre du temps. Mais la question de l'imaginaire, elle est centrale. Pourquoi les jeunes ne veulent pas aller tout simplement dans des lycées professionnels où on voit nos jeunes ingénieurs qui sortent pourtant des meilleures écoles au monde, qui se détournent de l'industrie pour aller dans la finance? Ce n'est pas simplement pour des questions d'argent, mais c'est l'imaginaire industriel qui est extrêmement déficient. Regardez un exemple, et je terminerai là-dessus avant de vous donner la parole. Le salon de l'agriculture attire les familles, il attire énormément de monde. Est-ce qu'on va visiter des salons de l'industrie? J'en ai visité plein, j'ai jamais vu de jeunes là-dedans. Voilà. Rien que ça nous dit combien il y a un décalage, notamment en France. Il y a un décalage. On reste un pays très rural à bien des égards. Mais quand je compare l'Italie et la France, par exemple, l'imaginaire industriel, il est très fort. Ils n'ont pas délocalisé à outrance comme on l'a fait. Même chose en Allemagne. Moi, quand ma fille a fait ses études à Heidelberg, j'étais fasciné par le nombre d'usines et la cohabitation qui s'opérait. Et on le voit aujourd'hui combien les Allemands sont inquiets pour l'avenir de leur secteur industriel. Voilà. Pour la première fois, on pense à des délocalisations, on craint les délocalisations depuis l'Allemagne, alors que jamais ils en avaient parlé jusqu'alors. Voilà, nous avons trop parlé et nous allons vous donner la parole. Maintenant, on a une petite quinzaine de minutes. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation qui reprend effectivement un certain nombre de choses qu'on entend et que je connais depuis un certain temps. Parce que je vous rappelle, pour moi, la première fois où j'ai entendu parler de problèmes de désindustrialisation, c'est en 2004. Il y avait un rapport de l'Europe et il y a eu la création de Manufutur, donc une association d'industriels et académiques sur ce sujet-là, qui est devenue maintenant l'EFRA, European Factory of the Future Research Association. Donc, je connais un petit peu. Mais avec mon point de vue de professeur émérite en sciences inhumaines et asociales. Je vous précise. Donc, oui, j'avais préparé une question, mais en fait, vous l'avez évoqué à la fin, c'est le problème de la dépendance aux
matériaux critiques, hein, comme l'a dit Guillaume Pitron. Alors, votre analyse, question que je me pose, votre analyse des causes, est-ce que au niveau industriel, il y a la responsabilité des directeurs d'entreprise qui ont plutôt de plus en plus une formation d'économistes et moins d'ingénieurs et de docteurs? Alors je crois qu'en France, il y a 3-4% de docteurs et 35% en Allemagne. Hein, donc ce qui peut expliquer peut-être un certain nombre de choses. Et il y a aussi le problème des ETI. Je crois qu'on est très faible aussi au niveau des ETI. Et donc, il va falloir faire des choix. De toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y aura des choix à faire. Alors, quelle piste, hein, quel scénario vous envisagez pour les différents types de choix à faire? Alors, votre remarque est très judicieuse. Je donnerai aussi la parole à mes collègues. D'abord, sur la responsabilité des... En fait, c'est une responsabilité qui est collective. Elle est à la fois syndicale et à la fois celle des consommateurs également. Il ne faut pas l'oublier. Celle des dirigeants d'entreprise. Alors, j'ai envie de dire que la figure de l'entrepreneur a complètement changé. Quand on voit dans les grands groupes, on va dire qu'on a d'abord à des financiers. Voilà, qui font des choix financiers. Qui sont récompensés comment? Par des stock options. Voilà. Le capitaine d'industrie à l'allemande, qui va faire le dos rond malgré la crise, qui ne va pas licencier justement pour garder son personnel en prévision d'un redéploiement, ce n'est pas quelque chose qu'on entend. Et d'ailleurs, il faut remarquer une chose, parce qu'on assiste au grand retour de la stratégie industrielle. C'est heureux, depuis 40 ans, on n'en parlait plus. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Covid? Pour garder du personnel, l'État y a pourvu. Il y a une aide de l'État, sans compter, qui était très importante. On peut critiquer ce gouvernement, ces gouvernements successifs, mais sur le plan industriel, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une démarche aussi proactive. Ça veut dire que quand l'activité a redémarré, les entreprises, on nous a dit pendant longtemps, on va avoir un effondrement, on va avoir une explosion des faillites. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce qu'on avait gardé des compétences. On a retenu les leçons de l'Allemagne au moment des années 2007-2008. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc oui, il y a une responsabilité hein, dans beaucoup de grands groupes, mais dès qu'on est dans des ETI, quand on est dans des PMI, PME, on a toujours ces capitaines d'industrie, ces entreprises familiales qui sont beaucoup plus résilientes. Donc c'est important d'avoir ce tissu solide. Quant aux ETI, ETI, ça veut dire entreprises de taille intermédiaire. C'est les entreprises qui comptent entre 250 et 5000 personnes. C'est le cœur de l'industrie en Allemagne. En France, on en a insuffisamment. On n'en a pas assez. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des problèmes de commerce extérieur, parce que ce qui tire le commerce extérieur en Allemagne, ce sont les entreprises de taille intermédiaire, comme en Italie d'ailleurs. Donc en fait, il faut apprendre à faire grossir ces entreprises, parce que c'est elles qui croient dans les territoires. Elles sont très présentes dans les territoires. Elles sont très présentes en région. Elles ne sont pas à vouloir s'en aller au premier coup de feu, si vous voulez, ou à la première difficulté. Donc on a besoin d'ETI. Et c'est vrai que l'État a parfaitement compris aujourd'hui qu'il fallait les renforcer, les aider. Voilà. Oui, peut-être, oui. Ouais, juste peut-être un mot. François, tout à l'heure, a établi, je pense, une liste très complète des freins à la réindustrialisation, excusez-moi. Je pense qu'il y a un frein que vous évoquez, que François vient d'évoquer, c'est la très grande financiarisation des stratégies des grands groupes. C'est-à-dire que les grands groupes, aujourd'hui, ont moins une stratégie industrielle qu'ils ont en réalité une stratégie financière. Et ça, c'est quand même un véritable obstacle. Hein. Alors, je vais m'expliquer en une minute pour dire ce que c'est que la financiarisation des stratégies. Finalement, les grands groupes ont le regard rivé sur leur performance financière. Ce qui est extrêmement important pour un grand groupe, c'est la valeur de ses titres, la valeur de ses titres en bourse. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez les groupes du CAC 40 qui réalisent des bénéfices, c'est la majorité des grands groupes qui réalisent des bénéfices, 70% des bénéfices qui sont réalisés sont affectés au rachat des propres actions par le groupe eux-mêmes, ce qu'on appelle la relution. Donc, au lieu d'investir, si vous voulez, ces sommes, voire même, pourquoi pas, de les distribuer sous forme de dividendes aux actionnaires, en réalité, ils préfèrent racheter leurs propres titres pour les détruire.
de manière à ce que la valeur nominale des titres restants soit la plus élevée possible. Vous comprenez bien que c'est complètement parasitaire. Le problème, si vous voulez, c'est que ce comportement donc, qui est ultra financiarisé est en même temps, comme l'a dit François, absolument appuyé sur les dirigeants et non pas uniquement sur les actionnaires, sur les dirigeants eux-mêmes. Parce que les dirigeants, comme François l'a dit, sont un peu rémunérés sous la forme de salaire, mais ils sont surtout rémunérés sous la forme de distribution de stock options. Donc les stock options, qu'est-ce que c'est ? Vous le savez pour la majorité d'entre vous, c'est que pendant 2 ans, j'ai la possibilité d'acheter un titre à la valeur d'aujourd'hui. Donc si la valeur du titre augmente pendant 2 ans, qu'est-ce que je fais ? Ben, je vais le racheter. Je vais acheter le titre au cours d'aujourd'hui pour le revendre au cours qui sera celui donc dans 2 ans. Et donc je réalise une plus-value qui est certaine sans prendre le moindre risque. Donc les grands dirigeants en fait n'ont de cesse que de prendre des décisions qui permettent d'améliorer, d'accroître la valeur des titres en bourse. Là, on n'est pas dans l'industrie, on est véritablement dans des stratégies qui sont totalement financiarisées. Dernier élément, après je cède la parole tout de suite, pour dire, vous avez tout à fait raison sur la dépendance en quelque sorte aux matériaux critiques, et François l'a dit aussi. Moi, je dirais que malheureusement, en matière industrielle, c'est une dépendance tous azimuts. Cette dépendance aux matériaux critiques existe, mais c'est une dépendance tous azimuts. C'est une dépendance aux machines. Ça veut dire qu'en France, on a laminé notre construction mécanique à partir de 1983. On a toujours à l'esprit le fait qu'il faudrait que l'industrie exporte davantage pour rééquilibrer la balance commerciale. Mais en fait, on est ultra dépendant de nos importations, hein. Ça, c'est l'angle mort des analyses. Hein. C'est qu'on ne voit plus la dépendance extrême aux importations. Et quand on prend les ménages eux-mêmes, est-ce que vous savez, par exemple, que 80% des biens manufacturés que les ménages utilisent, 80% sont importés. Il vous suffit de regarder les produits de type industriel qui sont chez vous. Je ne sais pas moi, les ordinateurs, les téléphones portables, les machines à laver le linge dont on a parlé tout à l'heure, etc. 80%, donc il y a une dépendance aux importations qui est énorme. C'est pour ça que j'ai eu envie à un moment donné, mais je n'ai pas eu le temps de le faire, d'écrire un livre dont le titre aurait été « La France, une Grèce qui s'ignore ». Parce que le problème de la Grèce, c'est précisément son ultra-dépendance aux importations qu'elle compense très mal avec les flux touristiques. Donc cette dépendance, elle dépasse de loin encore la dépendance aux matériaux critiques, même si celle-ci est évidemment très, très douloureuse. Oui, bonjour. Moi, j'aurais un point sur vos machines à laver là, qui était très intéressant, qu'on pourrait d'ailleurs dire aussi sur les téléphones. Mais est-ce que, quand vous dites il faut absolument faire ça et que ça, est-ce qu'on n'est pas de nouveau en train d'inventer le SUV français et moi, je pense qu'en industrialisation, il faut peut-être quand même produire aussi des produits plus basiques, savoir les produire, éventuellement plus intelligemment, mais le super produit qui a tous les avantages, c'est peut-être pas ça qu'il faut viser uniquement. Et puis, le deuxième point, c'est aussi, vous parliez de surface et tout ça. Bon, nous, on sait en Alsace, par exemple, c'est extrêmement difficile de trouver du terrain. Il y a quand même des friches, hein, mais elles sont polluées, etc. Hein. Par contre, est-ce qu'avec l'objectif de développement durable, il y a aussi, on parle de diminution du nombre de produits proposés aux consommateurs. Est-ce qu'il n'y a pas une solution aussi quand même que l'industrie produise des produits plus utiles et diminue l'offre de produits ne correspondant pas vraiment à des besoins Oui, alors sur le SUV, la machine à laver le linge SUV, c'est bien. En fait, la machine à laver dont je parle, le linge, là, elle est en préparation. Hein. Elle existe sous forme de prototype. Et là où, a priori, je pourrais aller dans votre sens, c'est que le prix de vente probable tel qu'il est estimé aujourd'hui est aux alentours de 1 000 €.
ce qui est évidemment bien plus cher que le lave-linge polonais ou chinois. Mais le lave-linge en question aura une garantie à vie. Et donc l'idée, c'est que ce lave-linge en question ne dure pas 4 ans, mais dure beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Donc la question finalement, elle est de savoir, est-ce qu'il est plus économique d'acheter un lave-linge qui va coûter 400 € et que vous allez changer au bout de 4 ans, ou bien d'acheter un lave-linge qui va coûter 1000 € et que vous allez garder 20 ans ou davantage? C'est ça la question. C'est la même question. Alors évidemment, il y a une difficulté, qui est la difficulté du prix d'acquisition. On ne peut pas mettre cette question entre parenthèses. Mais le prix d'acquisition sur un bien d'équipement durable est véritablement durable. Je dis bien d'équipement et pas bien de consommation. Je dis bien d'équipement. Eh bien, c'est une difficulté que le banquier doit lever. C'est-à-dire que le banquier, si vous allez voir le banquier et qu'il considère le lave-linge comme étant un bien de consommation, il vous fera payer un taux d'intérêt qui est celui qui porte sur les biens de consommation et il vous accordera un prêt qui sera un prêt court. Ce qui veut dire qu'il faut effectivement que le banquier lui-même considère le lave-linge non pas comme étant un bien de consommation mais un bien d'équipement durable et vous accorde un prêt qui correspond au bien d'équipement durable et pas au bien de consommation et sur une durée qui est beaucoup plus longue. Enfin, je terminerai, si vous me permettez, en disant que le lave-linge en question, dans des lieux qui sont des lieux collectifs, je ne parle pas d'un habitat diffus, moi, je parle de lieux collectifs. Pourquoi considérer qu'un équipement dont le taux d'utilisation est de 5%, c'est-à-dire quand vous avez un lave-linge, il tourne 5% de son temps théorique, pourquoi est-ce que chaque personne, pourquoi il faudrait nécessairement être propriétaire de son lave-linge? Il y a bien des pays que vous connaissez aussi bien que moi, où dans les immeubles, des logements à caractère collectif, il y a des espaces qui sont prévus pour que justement, on puisse avoir des lave-linges, des sèche-linges, etc. Donc évidemment, ça pose la question de la durabilité, du partage de ces lave-linges, du financement de ces lave-linges. Donc c'est tout le modèle économique qu'il faut changer. Ce n'est pas juste une partie du modèle économique. Si j'avais le temps, mais je ne l'ai pas, je vous expliquerai, puis je passe la parole tout de suite à François, et à vous, bien sûr, que en fait, ce dont on n'a pas parlé, c'est un peu dommage, je trouve, c'est de l'économie circulaire, parce que, si vous voulez, cette économie circulaire, elle a une dimension territoriale qui est organique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas penser une économie circulaire offshore. L'économie circulaire, elle est nécessairement territoriale. Oui, et donc cette question de la territorialité des nouveaux modèles à la fois écologiques et industriels, c'est une question que je considère pour ma recherche actuelle et à venir, et peut-être dans le cadre de l'ANR d'ailleurs, comme étant une question cruciale. La question de l'acceptabilité de l'industrie, de la renaissance industrielle, elle repose aussi beaucoup sur ces nouveaux paradigmes, dont celui de l'économie circulaire. Ça fait des décennies dont on parle, mais vous savez, dès l'époque médiévale, on faisait de l'économie circulaire. On savait réutiliser les matériaux, les métaux, et c'est finalement avec la société de consommation qu'on mettait tout à la poubelle. Voilà. Donc ça, c'est un point évidemment très, très important. Enfin, si j'ai bien compris, on ne fera plus la lessive de la même façon avec toi, Gabriel. Voilà. Oui, madame. Alors, il faut peut-être que... Ou monsieur, pardon, il y a un micro qui doit circuler. Madame qui avait une question, après ça va être... Oui. Oui, madame. En fait, je me posais la question de la structure des entreprises dans le sens où, quand on vous entend sur les problèmes des importations, des exportations, on est finalement par le haut, c'est-à-dire les grands groupes. Quand on entend madame, on est plutôt sur les petites, moyennes entreprises. Mais quand on vous évoquait la réindustrialisation, c'est sur quelle structure, puisque le passé historique industriel français, c'est quand même basé sur des petites entreprises aussi. Et donc, on a tous connu, surtout dans les années 70, tous ces traumatismes liés à ces départs, à ces fermetures d'usines. Si je parle de Strasbourg, par exemple, tout ce qui est les forges de Strasbourg, qui a quand même marqué le secteur. Alors, je me posais la question quand même dans ce désamour, c'est peut-être pas plutôt de l'ordre du traumatisme, c'est aussi des représentations, mais il y a aussi une culture industrielle qu'on a voulu évacuer parce qu'elle a quand même traumatisé une génération d'adultes vis-à-vis de la génération suivante qui a formé ceux d'aujourd'hui et qui fait que, quelque part, l'éducation nationale leur a donné la main puisqu'on n'ouvre plus de secteur
de formation professionnelle dans les lycées parce que ça coûte trop cher pour 15 élèves par rapport à 35 élèves dans le lycée général. Donc j'ai l'impression quand même que tout se donne la main et que le problème est peut-être un peu plus large, je sais pas. Vous avez raison, vous avez parfaitement raison. En fait, les industriels sont conscients aujourd'hui que quand on embauche les gens, il faut que ça ait du sens. Il y a un besoin de sens qui est très important. C'est presque un truisme aujourd'hui, parce qu'on regarde le travail différemment. En fait, il y a une transformation du travail qui est en train de s'opérer, et beaucoup de chefs d'entreprise se questionnent justement sur qu'est-ce que je vais proposer de nouveau pour faire venir dans mon entreprise des gens, pour la rendre désirable en quelque sorte. Et là, on est dans une phase qui est un peu, pas une impasse, mais qui va être compliquée, sachant qu'il y a des besoins colossaux, voilà. Mais on doit notamment, il y a une responsabilité de la part des entreprises à prôner un rapport au travail qui soit différent. Alors c'est sûr que avec la montée des compétences, l'entrée, on en a peu parlé, mais l'innovation partout, l'industrie 4.0, comme on dit, c'est sûr que c'est d'autres rapports aux machines, d'autres rapports aux technologies. Et c'est vrai que dès que vous mettez de l'intelligence artificielle, de la robotisation, de la cobotisation, quand vous mettez bientôt du quantique, etc., donc ça va être, on va avoir besoin de gens très compétents. Il va y avoir un bouleversement dans le monde du travail industriel. Ça veut dire que la dimension servicielle sera très importante et on aura des usines qui demanderont beaucoup moins de personnes. Alors ça, c'est un point important parce qu'au début, on se disait mais la réindustrialisation ne va pas créer d'emplois. On se rend compte qu'elle crée des emplois. Mais les emplois qu'elle crée, c'est des emplois à forte valeur ajoutée, avec des niveaux de moyens de salaire qui sont plus élevés, d'accord ? Et ça va mettre un certain temps avant que les gens se disent finalement, je peux faire une belle carrière dans le domaine industriel. Voilà. Donc on est encore dans un moment où cohabitent d'anciens modes d'organisation de l'entreprise, et ça ne donne pas vraiment envie de travailler, même si on n'est pas chez Dickens ni Charlie Chaplin et les temps modernes. Et puis inversement, on a des gens qui ont l'esprit start-up, on est dans les technologies, on n'est pas loin du jeu vidéo à bien des égards. Donc on est vraiment dans un moment qui est très particulier, mais les entreprises se questionnent très fortement pour savoir comment faire venir de nouvelles personnes. Je vois par exemple qu'on demande à des retraités, des jeunes retraités, de revenir pour faire de la formation ou pourquoi pas venir quelques jours dans une semaine, etc. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une focalisation qui s'exerce sur les jeunes femmes. C'est un monde masculin, le monde industriel. Et on se rend compte qu'ils ont un niveau de diplôme qui est plus élevé et que le renouveau de l'industrie, j'en suis convaincu, il passera aussi beaucoup par la féminisation. C'est insuffisamment dit, mais la désindustrialisation, c'est d'abord un effondrement de l'emploi masculin et ouvrier. Voilà. Donc, en fait, on voit les pistes sur lesquelles il faut travailler. Il y a une inventivité aujourd'hui dingue dans les entreprises pour essayer soit de débaucher, soit d'identifier dans un bassin d'emploi des personnes que l'on pourrait embaucher. Voilà. Et ça, c'est complètement nouveau. Et ça a quelques années, donc il faut que ça se structure également. C'est là où on voit que les territoires ont un rôle. On est géographe. Ici, on est très sensible, je dirais, à la réponse des territoires. Comment les territoires vont s'adapter ? Et on fait des typologies très fines dans le cadre de ce projet de recherche. Et on se rend compte que c'est très compliqué de comprendre pourquoi un territoire réussit sa réindustrialisation, alors que paradoxalement, il n'y avait pas sur le papier tous les éléments. Et inversement, pourquoi tel territoire qui a tout sur le papier, il ne s'en empare pas, il n'y croit pas. C'est très difficile. On a affaire à des alchimies où le jeu des acteurs est très important. Et c'est là où il faut descendre à l'échelle fine des territoires. Parce qu'au départ, on a commencé à faire un tableau général, où on a l'impression, effectivement, vu un petit peu comme si on était dans la gare, sur la grande carte de France, ici à Saint-Dié. Mais dès qu'on rentre dans les territoires, qu'est-ce qui frappe ? C'est l'inventivité. Tu nous as parfaitement donné quelques exemples en la matière. Il y a un foisonnement. On voit qu'on est un pays d'ingénieurs. C'est pour ça que on est... Pour simplifier les choses, je dirais, on est vraiment au milieu du gué. On peut voir le verre à moitié plein, ceux qui vont vous dire finalement, la désindustrialisation ne va pas se réaliser. On le voit à moitié vide, effectivement. Donc, en fait, les uns et les autres ont raison. Parce qu'on est précisément à ce moment de transition.
Voilà, ce qu'il faut, c'est que ça passe, enfin, ça vire dans le bon sens. Je peux dire peut-être un mot, si vous voulez bien, sur les groupes et les ETI. Je pense que vous avez absolument raison. Simplement, l'industrie, c'est un système. Ce n'est pas une somme d'entreprises industrielles. C'est un système. Et dans un système, l'unité élémentaire est l'interrelation. Ce qui veut dire que ce qui est essentiel, ce n'est pas de soutenir soit les grands groupes, soit les ETI. Ce qui est important, c'est de soutenir les écosystèmes industriels. C'est-à-dire faire en sorte que les relations entre les grands groupes, les ETI, les PME, PMI, soient les plus denses possibles. Et de ce point de vue-là, ces écosystèmes, ils ont plutôt tendance, en effet, à s'organiser au niveau territorial. C'est pour ça que je pense que la dimension territoriale dans le fonctionnement de l'industrie est absolument essentielle. Mais cette dimension territoriale, elle ne comporte pas uniquement des entreprises qui doivent coopérer les unes avec les autres. Il y a aussi toutes les institutions de formation, les institutions de recherche, les acteurs publics. C'est ça, c'est la densité de ces relations, la qualité de ces relations qui finalement assure la pérennité, de mon point de vue, des trajectoires territoriales et industrielles. Merci infiniment. Et merci d'être venus nombreux, c'était pas évident, on n'avait pas idée en ce début de festival. Voilà. On voit que les questions industrielles vous intéressent. C'est vrai que dans les médias, on parle de ça tous les jours. C'est une tyrannie de l'actualité en la matière. Merci beaucoup.